Et c'est parti pour le dernier quart d'heure de Smart Bourse, un quart d'heure américain comme tous les lundis. Et nous avons le plaisir de retrouver notre correspondant américain à Washington en duplex. Bonjour Pierre-Yves Dugas. Bonjour Nicolas, ça va? Bien et vous? Écoutez, aujourd'hui est un jour férié aux États-Unis, donc j'ai mis une cravate, j'ai fait un effort. Jour férié, effectivement, aux États-Unis, le jour férié Juneteenth. Nous allons quand même parler de bourse ensemble, Pierre-Yves Dugas, puisque les Américains, les investisseurs américains continuent tout de même à avoir une appétence particulière pour les actions. Oui, on parlait à l'instant de cette consolidation qui ne vient pas. Voilà peut-être un élément qu'il faut intégrer dans l'analyse de cette consolidation interminable. 61% des Américains, à nouveau, détiennent des actions, soit directement dans leur portefeuille, soit indirectement par le biais de participation dans des mutual funds, des fonds mutuels, des SICAV, je crois qu'on appelle ça en France. Alors c'est intéressant parce que la proportion avait fortement chuté après la crise de 2008. On était tombé en 2013 à 52% et on est donc bien remonté aujourd'hui à 61%. Mais il y a d'autres choses derrière cette statistique globale qui sont troublantes et qui probablement sont des éléments à intégrer dans l'analyse de cette évaluation ou survalorisation peut-être du marché. C'est le fait que la proportion d'actifs investis en actions est la même pour toutes les générations au-dessus de 30 ans. Alors c'est contre-intuitif parce que traditionnellement, les conseillers financiers aux États-Unis recommandent aux investisseurs, au fur et à mesure qu'ils progressent dans l'âge et au-delà de 60 ans, qu'ils commencent à réduire la part de leur portefeuille investi en actions, et ce au profit d'obligations, de manière à éviter les coups de grisou qui peuvent intervenir. Eh bien non. Au-dessus de 30 ans, en gros, les Américains, qu'ils aient 40, 50, 60 ou 70 ans, continuent de favoriser les actions dans la même proportion, autour de 66%. En d'autres termes, ce sont les moins de 30 ans qui font baisser la moyenne. Alors pourquoi ? Pourquoi cette situation qui n'est pas intuitive? Plusieurs éléments d'explication s'avancent. Je crois que moi, celui qui me séduit le plus, et c'est lui dans lequel je me reconnais, puisque je suis quelque part presque un baby boomer, c'est que beaucoup de ces Américains qui ont plus de 60 ans aujourd'hui ont commencé à s'intéresser au stock market, à l'investissement en bourse, dans les années de l'explosion boursière des années 80. Et ils ont vécu plusieurs révolutions comme ça. La plus importante est celle qui a fait entrer dans leur tête et même peut-être dans leur ADN le fameux FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater le coche. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu le marché s'effondrer en 87 et rebondir très vite, s'effondrer en 2002 et rebondir très vite, s'effondrer en 2008 et 2009 et rebondir très vite, s'effondrer en 2020 et rebondir très vite, etc. Et à chaque fois, ou bien ils ont tenu le coup et ils s'en félicitent, ou bien ils ont craqué, ils ont vendu et ils s'en mordent les doigts. Donc cette consolidation qui ne vient pas aujourd'hui, peut-être, est-ce que l'élément d'explication le plus puissant est le fait que jusqu'à présent, la patience a payé. Si on avait acheté le S&P 500 au plus bas en 2009, on aurait aujourd'hui une plus-value, dividende compris, de plus de 700%. C'est tout de même de quoi convaincre, même un vieux, d'investir de manière privilégiée dans des actions plutôt que dans des obligations, surtout que nous sortons d'une période qui a été quand même assez délicate pour les détenteurs d'obligations en raison de la politique tardivement appliquée par la Réserve fédérale qui a conduit à dévaloriser en capital en tout cas beaucoup de portefeuilles obligataires, alors que la récession dont on nous parle depuis d'un an, elle ne vient pas. Alors peut-être est-elle déjà là et on s'en apercevra dans un mois ou deux, mais pour l'instant, ça n'est pas évident. Alors, Tenant, il y a Pierre-Yves évidemment Dugas, d'autres éléments, Nicolas, d'explication. Je ne les trouve pas tous très convaincants parce qu'en France, par exemple, je n'ai pas l'impression que le même phénomène se produise. Les Américains disent toute cette nouvelle génération d'investisseurs en bourse, et même les plus âgés, profitent du fait que la technologie d'Internet fait que maintenant on peut acheter et vendre des actions sur son portable, etc. C'est vrai dans d'autres pays qu'aux États-Unis.
Et pourquoi les Américains continuent-ils d'être aussi capitalistes? Ce qui est étonnant, Pierre-Yves Dugas, c'est que même à l'approche de la retraite, les actions sont, aux yeux de ce que vous nous dites et de l'étude que vous nous donnez, le placement le plus sûr aux yeux des Américains. Les vieux n'ont pas peur. Les vieux n'ont pas peur. Prenons l'exemple de Vanguard, qui est une grande maison de fonds mutuels et un courtier important, qui a une réputation méritée, je crois, d'être rationnel et de privilégier le long terme. Les chiffres de Vanguard sont assez parlants. Les clients de plus de 65 ans ont une allocation médiane de leur portefeuille chez Vanguard en actions de 63%. On serait en droit d'imaginer qu'il soit plutôt à 63% en obligations. Ça n'est pas le cas. Vous savez, si vous aviez un morceau de papier dans la main, imaginons pour un instant que les actions ne soient pas dématérialisées, que ce soit encore des morceaux de papier. Vous avez dans la main un morceau de papier sur lequel il y a écrit Microsoft ou Apple, et dans l'autre main, vous avez $1. Lequel vous préférez garder et transférer à vos enfants? Chacun peut répondre à cette question en fonction de sa stratégie. Pierre-Yves, lequel gardez-vous? À l'horizon 2-3 ans, je crois qu'il vaut mieux rester investi. C'est tellement difficile de faire le timing. C'est tellement difficile de se dire non, le marché est surévalué, je vais vendre. Et puis, je vais attendre que ça rebondisse. 24 heures après que le rebond ait commencé, c'est déjà souvent trop tard. Donc, je pense qu'il faut minimiser. Je ne recommande personne aux gens qui nous écoutent. Je vous dis simplement ce que je pratique pour moi-même. Je crois qu'il faut minimiser la prise de risque, mais il faut serrer les fesses. Un mot également de l'actualité, j'ai envie de dire l'actualité politique, Pierre-Yves Dugas, un sujet qui a cristallisé un certain nombre de passions aux États-Unis. On se demandait même il fallait choisir entre démocrates et républicains pour savoir si on était pour ou contre l'interdiction des gazinières. La Chambre vient de voter une loi pour interdire leur interdiction, Pierre-Yves Dugas. Oui, ça c'est un sujet dont nous avons souvent parlé ici. Je le trouve extrêmement illustratif de la guerre culturelle qui déchire l'Amérique. La Chambre des représentants, la semaine dernière, a voté 2 lois sur le même thème. La première interdit l'usage d'argent public fédéral pour réglementer les gazinières. La deuxième interdit au département de l'énergie de produire de nouvelles normes qui reviendrait à réglementer ou à réduire l'offre de gazinières ou à renchérir leur offre au prétexte que ces normes seraient meilleures en termes d'économie d'énergie ou en termes de pollution. Comment en est-on arrivé là? D'abord, le vote est de manière dominante celui de représentants à la Chambre républicain, mais il y a tout de même 29 démocrates qui ont voté en faveur de ce texte. Comment en est-on arrivé là? On est arrivé là parce que à San Francisco, à Berkeley, dans une douzaine de municipalités californiennes, les autorités locales ont décidé d'interdire les gazinières, les nouvelles gazinières. Et que la Californie, de plus en plus, veut interdire et a commencé à voter en ce sens les gazinières dans les nouveaux bâtiments. L'État de New York, qui est un État bleu, un État largement démocrate, a fait la même chose. Et les républicains ont dit « Ah là là, ils sont en train de faire avec les gazinières ce qu'ils nous ont fait avec l'automobile ». Vous savez qu'un jour, les Californiens se sont réveillés et sans jamais avoir voté, on leur a expliqué qu'à partir de 2035, ils ne pourraient plus acheter en Californie de véhicules automobiles qui fonctionnent avec de l'essence, en tout cas à moteur thermique. Alors tout ça sur fond d'urgence climatique, de transition écologiste, de protection de la planète. Les républicain qui n'y croient guère se disent il faut défendre le droit des Américains à faire la cuisine chez eux comme ils l'entendent. L'État n'a pas à se mêler de nos affaires. Si je veux faire mon omelette sur du gaz, parce que ça cuit mieux, protégeons-le. Et c'est un argument bébête, mais c'est un argument qui peut être compris par tout le monde, surtout dans des États qui sont très largement démocrates. Parce que ces histoires de gazinières concernent 40 millions de foyers aux États-Unis, mais surtout à 70% des foyers dans l'État de New York, dans l'État de Californie et dans l'Illinois et dans le New Jersey, qui sont très largement des États acquis aux candidats démocrates
généralement. Alors, on rappelle juste, Pierre-Yves Dugat, que l'argument pour l'interdiction des gazinières serait ces gazinières seraient responsables de maladies et notamment cause principale d'asthme aux États-Unis. Exactement. Les gazinières, semble-t-il, 2 études sont sorties encore de l'université californienne au cours des dernières semaines, disant que les gazinières, si la cuisine en particulier est mal aérée, peuvent produire du benzène qui contribue à l'asthme et peut mettre en danger la santé des petits-enfants. Alors, les républicains n'y croient pas. Ils pensent que tout cela est une opération déguisée pour intervenir dans la vie des Américains. Et que dit la Maison-Blanche? C'est ça qui est intéressant. C'est que le président Biden lui-même et les porte-parole de la Maison-Blanche ne cessent de répéter qu'il n'est pas du tout dans les plans de l'administration Biden d'interdire les gazinières aux États-Unis, y compris dans les nouveaux bâtiments. Néanmoins, les républicains n'y croient pas parce qu'ils ont remarqué que le département de la justice avait payé ses propres avocats pour aller défendre les municipalités démocrates lorsque ces dernières étaient défiées devant les tribunaux sur la constitutionnalité et la légalité de leur interdiction des gazinières. Voilà une affaire qui paraît tout à fait triviale et qui est triviale finalement parce que, il faut le reconnaître, les républicains qui ont adopté ce projet de loi à la Chambre n'ont aucune chance de le faire passer au Sénat. Mais c'est le genre de choses dont on parle beaucoup dans les chaumières américaines, si j'ose dire, parce que c'est un moyen de focaliser l'attention et de rappeler aux Américains que l'État fédéral peut se mêler de tout et qu'une des grandes différences entre les démocrates et les républicains, c'est que les républicains prétendent vouloir défendre la liberté et minimiser les impôts, tandis que les démocrates prétendent vouloir le bien des Américains en faisant intervenir l'État fédéral pour réduire les inégalités et les dangers que peuvent présenter certains appareils électroménagers. Merci beaucoup Pierre-Yves Dugat d'avoir été avec nous dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes correspondant américain de Smart Bourse. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 12h30 en direct sur Bismart.